agit en moi? Qui tient les rênes de ma vie? Qu'est-ce qui fait quoi en moi? Et puis c'est qui ce moi? Qui suis-je? Est-ce que je me connais réellement? Puisqu'il est dit dès le premier arcane du tarot que le bas de l'heure, j'ai faussement pensé que c'était le monde qui m'illusionnait. Or, ce qui est en bas de cette lame, c'est le nom, l'identité, l'identification à un personnage. Je pense que je suis la mieux placée pour me connaître, certes, mais est-ce une réalité pour autant? En tant qu'être doté d'une conscience, je suis en mesure de me questionner sur moi-même, de m'examiner moi-même, de me juger moi-même. Je suis un être conscient doté d'une existence. Mais l'existence n'est pas seulement l'être, c'est l'être en conscience, l'être en interaction avec le monde. J'existe comme conscience, c'est-à-dire comme point de vue sur le monde. J'existe comme regard. Ainsi, je pourrais dire que le monde, c'est ma conscience du monde, ma perception du monde, c'est mon expérience du monde. Et je pourrais retourner la question dans tous les sens possibles. Le fait est qu'à l'arrivée, le seul monde que j'aurais expérimenté, c'est le monde que j'aurais perçu. Le film de ma vie, c'est le film de ma perception de ma vie. Je suis donc le monde que ma conscience fait exister. Et si j'applique ce raisonnement à tous les êtres conscients, eh bien je peux dire que chaque conscience est un monde à part entière, puisque chaque conscience possède son propre point de vue sur le monde. Donc, chaque conscience est un monde à part entière, et ces mondes s'entrecroisent et s'interpénètrent par le biais des rencontres. La rencontre avec autrui, c'est la rencontre avec une autre conscience. C'est la rencontre entre deux mondes. Dès lors, je ne suis plus une conscience qui perçoit le monde, mais je deviens un élément du décor d'une autre conscience. Je deviens l'objet d'une conscience extérieure. Je suis vue du dehors, la seule partie de moi-même dont je n'ai pas accès, mon extériorité. Je suis en contact permanent avec mon intériorité puisque j'habite mon corps, mais l'enveloppe extérieure ne m'est pas accessible. Je suis la seule à ne pas me connaître de l'extérieur. Et c'est valable pour chaque conscience. Je dispose d'un point de vue sur toi-même que tu n'as pas sur toi-même. Et réciproquement, l'autre dispose d'un point de vue sur moi-même que je n'ai pas sur moi-même. Je me vois vue. L'autre voit un aspect de moi qui ne m'est pas accessible. Et sous cet angle, l'autre me connaît mieux que moi-même. Et dès lors qu'un regard se pose sur moi, je suis en représentation. Je vais vouloir maîtriser mon image aux yeux de l'autre. Nous avons tous le désir d'apparaître d'une certaine manière sur le regard de l'autre. Le mettre en conscience est l'initiation de cette année 7. Mettre en conscience que nous passons continuellement d'un rôle à un autre. Le rôle de salarié, le rôle de parent, le rôle de partenaire. Mettre en conscience que nous sommes en perpétuelle représentation, représentation à soi et représentation aux autres. Et c'est cette double marche, intérieure et extérieure, que le chariot interprète. Pour l'heure, il ne croit jamais autant exister que lorsqu'il joue à être. Le chariot fait référence au théâtre de la vie en société et à ses illusions. Car la vie en société est bien une pièce de théâtre, et à moi seul bien des personnages, semble dire le chariot. Le rôle du roi de sa propre vie, et bien d'autres encore à jouer dans la vie des autres. Oui, des rôles différents pèsent sur nos épaules, et nous pouvons jouer toutes sortes de personnages, prendre différents visages, mais nous devons trouver notre véritable visage, notre réalité, notre vérité, notre nature. Le chariot est ainsi l'entrée sur le chemin qui doit conduire l'homme vers qui il est profondément. À cette étape, l'homme va apprendre qu'il est à la fois l'expérience et l'objet de l'expérience. Il est.
Septième lame du tarot, le chariot est aussi la première à nommer un objet. Alors que le 7 en numérologie symbolise l'exploration intérieure, la réflexion et l'analyse, le nom, lui, en tant qu'objet, invite à l'exploration extérieure. Voici un premier paradoxe, et nous verrons que ce n'est pas le seul dans cet arcane, ne serait-ce que dans l'image. Or, quel est le but d'un paradoxe, si ce n'est de me surprendre, d'ébranler, voire même de bouleverser ma pensée ? Avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que chaque année 7 a tendance à me tirailler, me déstabiliser, voire à me bousculer ou me malmener. Pour sûr, ce ne sont pas des années confortables. Alors bien entendu, ces conflits arrivent de l'extérieur et ils revêtent bien des formes différentes selon où j'en suis dans ma vie. Je pourrais dire qu'actuellement, mon monde physique et mon monde psychique s'entrechoquent, accentuant ainsi la division, la névrose qui m'habite. Au travers des épreuves que la vie m'envoie, des rencontres, des événements, tout est fait pour m'amener à prendre conscience de mon comportement. À prendre conscience que mes perceptions sont imparfaites, que mes idées sont connotées, que mes raisonnements sont conditionnés. Je ne vois le monde qu'à travers le prisme de mon individualité, ce voile qui m'empêche de voir la réalité. C'est donc ce prisme déformant qu'il va falloir disséquer et analyser pour tenter d'accéder à une vision plus pure des choses. En d'autres termes, tout ce que je ne veux pas voir en moi, tout ce que j'ai enfoui, mes blessures, mes brèches, mes dualités, refont surface pour enfin me libérer, avancer plus léger. Voilà ce que propose le chariot au travers des épreuves et des questionnements que je vis aujourd'hui. D'abord un travail d'absorption de toutes les informations et émotions qui me traversent, de décanter tout ça pour avoir une vision globale, d'écosser le haricot pour en trouver la fève. Alors c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Comment j'intègre ça pour transformer ma propre vision du monde et mon comportement ? Car c'est pas juste d'avoir une vision du monde, d'avoir des convictions, d'avoir des idées. C'est aussi comment je me comporte dans le monde et comment j'essaye par mon comportement d'améliorer le monde dans lequel je vis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reine sur cette image, car c'est un travail personnel, intérieur qui m'est demandé à ce stade. Personne d'autre ne peut le faire à ma place. Ce travail d'exploration ne peut se faire qu'en allant à la rencontre du monde, car les relations humaines sont un moteur fabuleux de croissance. Il n'y a que parmi les autres que je peux me connaître. Je ne peux évoluer que par l'expérience. J'ai besoin d'éprouver les choses, de partir à la confrontation des différences, des contraires, des paradoxes. Ai-je oublié que j'ai signé pour cela ? N'est-ce pas cela que m'a rappelé la papesse précédemment ? Que je suis venue pour éprouver, ressentir ? C'est pour cela que la papesse m'a parlé de monde sensible. Monde sensible car perceptible par les sens, c'est-à-dire le monde physique et matériel qui peut être observé, touché, entendu, goûté ou senti. Accepter l'incarnation, c'est donc accepter de sentir, de ressentir. Je suis dans la densité pour apprendre à aimer mes peurs, apprendre à aimer mes ennemis, apprendre à accueillir l'autre quel que soit son rôle apparent. Quand je ressens que l'autre me fait du mal, c'est soit qu'il est meurtri dans son cœur, malheureux, les gens heureux ne font pas de mal, ils vivent leur bonheur. Soit c'est qu'il pénètre une faille, une blessure en moi. Et c'est par la blessure que la lumière peut entrer en moi. Pour les problèmes, pour me permettre de les transmuter, c'est pareil. Je dirais que pour savoir être riche et l'apprécier, il faut savoir être pauvre. Aimer mes problèmes, dans le sens de les accueillir, c'est résoudre la moitié des problèmes. C'est donc par le biais de mes ressentis que j'appréhende le monde extérieur, tout ce qui est extérieur à moi. La papesse m'a appris que mes sensations, mes émotions sont ma boussole intérieure et que je dois les vivre et les accueillir pleinement, quelles qu'elles soient. Elles sont comme une face d'une pièce de monnaie, indissociable de l'autre face. L'autre face, l'autre côté du voile, correspond à l'information sur tout ce qui est important pour moi.
Je n'ai d'émotions difficiles que parce que c'est important. Je suis anxieuse pour mon enfant parce qu'il compte pour moi. Je suis triste d'avoir perdu quelque chose parce que cette chose était importante. Refuser d'être connecté à mes sentiments, c'est comme refuser l'information sur tout ce qui est essentiel dans ma vie et duquel je devrais prendre soin. Il y a une phrase de Denis Marquet que j'aime beaucoup et qui dit « brèche non veillée, erreur de visée ». Il s'agit de veiller cette brèche et de porter le ressenti. Je comprends alors que les difficultés de ma vie sont autant d'occasions de libération, qu'il me serait impossible d'être libre de quoi que ce soit sans que par là même être prisonnière de la chose même de laquelle je voulais me libérer. Que la désobéissance la plus importante pour ma liberté, c'est la désobéissance par rapport à mes propres conditionnements, par rapport à mes propres peurs et mes propres pulsions. Si je ne fais pas face à mes émotions aujourd'hui, si je les réprime, je ne fais que les enterrer vivantes, alimentant ainsi le marais de mon inconscient dans lequel je ne peux que m'enliser. La papesse et le chariot me le disent différemment. Si je refuse de ressentir cette émotion qui me fait mal, si je la cache sous mon manteau, elle l'alourdira de plus en plus et je porterai le poids de ma vie sur le dos. N'est-il pas plus réaliste, pour cheminer librement, d'avancer avec mon émotion, de la prendre en dessous d'un bras et avec elle aller vers ce qui est important dans ma vie? C'est entrer en amitié avec toutes mes émotions, même les plus difficiles, pour les mettre à mort, les transmuter. Alors oui, ça demande du courage. Mais si tous les dragons de ma vie n'étaient que des princes qui attendaient de me voir heureuse et courageuse? Du courage, il m'en faut pour retourner sur le pas de ma porte intérieure et faire face à toutes les émotions qui s'y trouvent. C'est pour ça que le personnage du chariot n'est pas habillé en chercheur. Non, il a une cuirasse, des épaulettes, des signes distinctifs de guerrier, de conquérant. Il faut du temps aussi pour apprivoiser ses émotions et ses pulsions, pas à pas. Mais les conflits extérieurs qui se ruent vers moi et qui viennent éveiller ces vieilles émotions inconscientes comme des fantômes que je veux éloigner de moi, se transformeront alors en une fleur dans mon jardin intérieur. Une fleur que j'arrose parfois de larmes, mais qui me connecte à notre commune humanité. Lorsque j'apprends à vivre avec tout ce qui m'habite, je ne suis plus alors conditionnée à réagir de manière inconsciente, automatique, et souvent de manière totalement inappropriée aux circonstances et émotions difficiles de la vie. Et je peux répondre de manière libre et intelligente à la situation telle qu'elle se présente. Ça semble si facile à dire. Je suis un être conditionné parce que tout ce que je rencontre se change immédiatement en condition de mon existence. Tout ce qui pénètre dans mon monde, ou tout ce que mes efforts y font entrer, font aussitôt partie de ma condition humaine. Mais je pense sincèrement qu'il n'est pas nécessaire de s'éloigner de sa condition pour toucher sa nature. Au contraire, ma nature est enracinée dans l'expérience de ma condition elle-même. Et pour cela, il me faut vivre l'intensité de mes ressentis, que mon moi les juge bons ou mauvais, et de m'apercevoir qu'il me donne accès à mon être, qu'il lève le voile sur l'information qui me rapproche de ma nature, et peut-être, enfin, toucher le soi. Comme me l'enseigne l'impératrice, mon état intérieur influe directement sur le monde autour de moi. Chaque ressenti est relié à une pensée, et inversement.
ce qui m'amène à la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de moi, des pensées et des vibrations que je génère en moi. Il est clair que si je commence ma journée énervée, cette vibration de colère, par effet de résonance, se répercutera sur les événements que j'attirerai dans ma journée. Et c'est mon émotion qui me fera avancer, ou plutôt tourner en rond au vu de la position des roues. Il est peut-être temps que j'en prenne conscience aujourd'hui, car mon point de vue sur le monde qui s'érige devant moi n'est pas joli. Seulement, c'est le monde que ma conscience crée. La violence, l'injustice, la pauvreté, enfin peu importe ce que je vis aujourd'hui, a pris sa source en moi. Effectivement, c'est assez violent que de penser que je ne réussirai jamais ce que j'entreprends, ou à atteindre ce que je veux tellement je suis nulle et que je manque d'intelligence par rapport aux autres. Les trois sont réunis en une seule phrase, la violence, l'injustice et la pauvreté. Je comprends pourquoi l'impératrice est enceinte. Je suis la source. Elle m'apprend donc que je suis à l'origine de tout ce que je vis. Je suis la source de tout le créé dans ma vie. Ce n'est donc pas anodin que le tarot me fasse rencontrer des personnages féminins en premier, car le féminin est principe créateur, associé à la capacité de donner naissance à de nouvelles formes de vie ou de création. La polarité féminine est liée à la fertilité, à la croissance. Elle nourrit. À elles deux, la papesse et l'impératrice incarnent une approche holistique et organique de la création. Elles sont les deux pôles, féminin et masculin chez la femme, tandis que l'empereur et le pape, on le verra plus loin, incarnent ces deux mêmes pôles chez l'homme. À l'étape du chariot, je vis donc dans la matière ce que j'ai créé au préalable, ce que j'ai nourri en moi, inconsciemment la plupart du temps. Enfin, jusque maintenant, je l'espère à vrai dire. À cette étape, je me rends compte aussi que l'intellect n'est seulement qu'un instrument de conduite dans ce monde manifesté. Il ne peut me donner accès à la pleine vérité de qui je suis, mais il est tout de même un instrument. Et pour ne pas revivre mes problèmes de manière cyclique, j'ai besoin de comprendre la leçon, de l'assimiler, de la digérer, d'en trouver la clé. Alors je me souviens de l'enseignement de la papesse qui me disait que derrière chaque émotion se trouve une information importante, pouvant me rapprocher de qui je suis, me laisser regarder par le trou de la serrure. Ces émotions proviennent de mon histoire et en grande partie de mes blessures enfouies. Avec le temps, ces blessures anesthésiées sont difficiles à atteindre et nécessitent que je vive certains événements dans ma vie pour les réactiver, les faire remonter pour les penser, les guérir. L'impératrice, détentrice de la clé, me suggère de ne pas céder à la tentation de rendre coupables les autres ou les événements en eux-mêmes, car ces émotions ne feraient que se transformer en pulsion. La pulsion naît du refoulement, du refus de ressentir. Je vais alors chercher à la soulager, à la combler par des moyens ou des choses extérieures. Mais c'est éphémère. Je le sais, je suis déjà passée par là. La pulsion est une force qui me fait revenir à la case départ, à zéro. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai engendré beaucoup de répétitions. J'en reviens donc à vivre mes émotions, les accepter, être avec ce qui se donne à sentir maintenant, et en prendre soin pour m'en alléger, m'en libérer. Il s'agit ici de m'élever de ma blessure, de mon émotion. Et quel meilleur symbole que l'oiseau pour représenter cette ascension ? En tant qu'attribut de l'oiseau, l'aile exprime l'appartenance au domaine céleste, l'élévation au-dessus du monde humain grâce à la légèreté de la plume. Les ailes sont donc avant tout un symbole d'envol, c'est-à-dire d'allègement, de dématérialisation, de libération.
Dans toute tradition, les ailes ne se prennent pas, elles se conquièrent au prix de tout ce qui a été dit précédemment. Les ailes témoignent par conséquent d'une transmutation ou d'une transcendance de l'individualité et d'une élévation spirituelle. L'aigle, capable de s'élever au-dessus des nuages, est un puissant symbole ascensionnel. L'aigle représente l'air, l'une des plus belles représentations de l'esprit, des courants, ondes, vibrations, pensées qui circulent dans les êtres. Détaché, puissant, souverain, maître du ciel, l'aigle plane à 1000 pieds au-dessus des hommes. Il symbolise le pouvoir et le dépassement de sa condition terrestre, la maîtrise de son propre corps par le mental, un regard perçant sur chaque chose. Et parce qu'il observe la vue d'ensemble, l'aigle m'appelle à dépasser les limites de mon moi, à élever celui-ci au-delà de mon champ actuel de vision. Toutefois, avant cette ascension, l'impératrice m'invite à descendre dans mes entrailles, car tout ce que je refuse de voir en moi se trouve dans ce lieu, dans l'océan de mon inconscient. Car avant d'être associé à l'élément air, au domaine céleste, l'aigle dans le tarot est attaché au signe fixe du scorpion et à l'élément eau. L'aigle est l'oiseau divin maîtrisant le scorpion astral. Je pourrais d'ailleurs voir dans son aile droite la représentation d'une vague s'apprêtant à s'abattre sur moi. On peut supposer qu'il s'agit de l'image de l'homme en lutte avec les propres forces qui l'animent, pour finalement apprendre à différencier le sentiment de l'émotion. Ces énergies émotionnelles seront à la fois guides et initiatrices pour celui qui chemine. L'impératrice m'offre ici le choix, celui de m'asseoir sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, de nier mon propre pouvoir et de demeurer le jouet de mes émotions et de mon mental, en d'autres termes, rester dans ma condition, ou bien accompagné du pouvoir de l'aigle et d'une intelligence éclairée, partir en quête du dragon et procéder à la métamorphose de mon monde intérieur. Alors je parle de choix, mais je n'en suis pas si sûre finalement, puisqu'ignorer ces enseignements serait ignorer qui je suis, et je l'ai vu, me ferait stagner dans mon quotidien en revivant sans cesse les mêmes problématiques. C'est pour ça que la roue repose ici sur le sol, ce qui n'est pas le cas sur le 10e arcane. Alors je dis la roue et non pas les roues, car l'on voit 6 rayons sur ces 2 images. C'est l'illusion du libre arbitre. Car du moment où je m'approche de ma nature, je n'ai plus d'autre choix que celui d'être qui je suis, l'incarner réellement, à chaque instant. Ici se trouve ma responsabilité, mon habileté à répondre. Alors non pas répondre aux événements que je traverse dans ma vie, je ne ferai que réagir, mais répondre des événements, les assumer, les porter, ce que l'on nomme l'Assomption. Assomption et ascension, ne sont-elles pas la même voie ? Il est dit dans la symbolique du corps que le lieu des responsabilités se situe au niveau des épaules, car elles évoquent le degré de force pour porter les fardeaux, du sens des responsabilités, de la volonté de support personnel ou d'appui aux autres. Sans nul doute qu'ici les épaules sont bien marquées. 2 masques qui apparaissent, 2 visages, l'un homme, l'autre femme, l'un regardant en arrière, l'autre regardant en avant, illustrant ainsi le passage, ce col blanc séparant les 2 masques. Passage vers l'avenir ou entre 2 lieux, qui fait de notre personnage le dieu des commencements. Cela me fait penser au dieu romain aux 2 visages, Janus. Pour Janus,
Il n'y a pas de présent. Le présent est tout juste l'instant fugace qui sépare ce qui fut de ce qui vient, sans se fixer ni s'arrêter dans aucun des deux. Comme pour le mois de janvier non plus, il n'y a pas de présent. Une face rappelle l'année parcourue et l'autre face est l'espérance de l'avenir. Et cette dualité semble s'imprimer également chez moi, en prenant parfois la forme d'une indécision qui empêche de reconnaître clairement le chemin à suivre. Mais cette dualité possède sa partie positive et sa partie négative. Le mauvais côté de la dualité est l'incertitude, le fait de ne pas savoir que faire, ni à quelle force céder. Le bon côté de la dualité serait la possibilité de construire de l'avant sans mépriser l'expérience de l'histoire passée. Je pourrais ainsi penser que les épaules portent la somme de tout ce que j'ai fait et la responsabilité de tout ce qu'il me reste à faire. Et le lieu de l'action se situe dans les entrailles, comme me l'a enseigné l'impératrice, mais comme me le montre son sceptre également. Ici, il est tenu de la main gauche, car il s'agissait d'accueillir mes ressentis dans mes tripes. À l'étape du chariot, il est tenu non seulement dans sa main agissante, la droite, dont le bras est revêtu de rouge, en analogie avec l'action, mais je vois aussi que la base du sceptre est blanc, comme si un nouveau pouvoir, le sceptre, était en train de s'incarner, car tenu par 4 doigts. Ce pouvoir est celui de l'acte inspiré, celui qui ne nécessite aucun effort dorénavant, celui qui m'est soufflé d'en haut comme une mélodie dans ma tête, ou qui descend comme une cascade inondant mes actes. Celui qui me permet d'atteindre le voile et de me faire communiquer avec les plans supérieurs. Mais je n'en suis pas encore là. Après avoir uni les 2 premières étapes, il m'en reste encore 2 pour passer l'initiation de l'année 7, incarnée par le chariot. L'étape de l'empereur va me mettre face à la maison, à la prison dorée que mon mental a érigée, le mur épais de mes croyances et de mes schémas de pensée restrictifs. L'empereur est la construction de mon territoire, de mon empire, qui n'est qu'un prolongement de celui de mes ancêtres. Et ma vie aura vu la disposition de plusieurs de ces murs, plus ou moins compacts. J'ai longtemps cru pouvoir me protéger en érigeant un mur le long de mes frontières incertaines, contre l'ennemi qui me menace, cet autre. D'ailleurs, l'histoire entière de l'homme a été jalonnée par la construction de ces murs, de ces limitations, de ces frontières. Nul besoin de les nommer. L'erreur ici serait de penser qu'un mur est chose matérielle, faite de parpaings et d'acier, de barbelés et d'alarmes. Le mur est aussi chose mentale qui trace une ligne de partage qui se voudrait infranchissable, entre un dedans qui se sent menacé et défend sa pérennité, et un dehors menaçant d'où seule la mort pourrait provenir. Entre un soi-même apeuré et un autre considéré comme ennemi, global, tellurique, parfois fantomatique. Dois-je rappeler à ma mémoire la dernière année 4 que fut 2020 ? Il faut s'y arrêter pour réfléchir aux significations contemporaines de nos actes, puisque ce mécanisme de défense est, semble-t-il, aussi vieux que l'humanité. Nul ne sait délimiter son territoire sans que l'autre ne cherche à en passer les bornes. Et voici comment se créent les guerres que nous vivons éternellement. C'est toujours à travers des difficultés, des épreuves, des violences que l'humanité a progressé pour évoluer dans sa conscience. La conscience évolue à travers les contraires. C'est ce qu'a démontré Jung tout au long de sa vie, que s'il n'y avait pas de contraire, la conscience ne pourrait pas évoluer. Seulement la conscience n'est pas l'instance gouvernante de mon esprit, elle dépend de l'inconscient. L'inconscient est une zone de l'esprit qui n'apparaît pas directement à la conscience, qui ne se manifeste pas à moi, qui m'échappe, mais qui agit en moi, et qui agit avec une extraordinaire puissance dans mes comportements, mes pensées, mes désirs. Il est créateur, il est une force en moi, primitive, sauvage, qui n'est pas civilisée comme la conscience, mais qui est porteur de choses extrêmement enrichissantes. Et surtout, c'est lui qui me relie à mes ancêtres.
à toute l'histoire de l'humanité, au collectif. Jung disait que chacun de nous a à prolonger une histoire qui n'a pas été résolue par nos ancêtres, qu'on se transmet d'inconscient à inconscient quelque chose d'une génération à l'autre, et cela à l'échelle aussi des cultures et des civilisations. C'est pourquoi nous retrouvons dans le tarot l'archétype des parents et des grands-parents, et plus encore le blason, un blason de couleur chair sur lequel repose notre aigle jaune, jaune pour mettre en lumière l'importance de l'hérédité que je porte, mes inscriptions familiales, mais aussi culturelles, sociales, civilisationnelles. Si je nie mon inconscient, je vis ce que tout le monde vit. Au fond, ma culture me formate, mon époque me formate, ma famille me formate. Ma conscience est formatée de l'extérieur. J'adhère consciemment à tout ce que j'ai connaissance par l'extérieur, par le milieu dans lequel je vis. Tout ce qui constitue mes croyances repose en partie sur les expériences et les témoignages des autres, alors que mon inconscient a des choses à me dire qui sont uniques, qui ne concernent que moi. C'est ce que dit l'aigle de l'empereur qui semble surgir des profondeurs de la terre, de créer un pont qui permettrait de faire dialoguer l'inconscient et le conscient, de les réconcilier. C'est ce dialogue qui me placera dans une totalité, celle d'accueillir ma nature dans toute sa dimension. Cette étape que me suggère le tarot par le biais de ce couple est d'intégrer l'anima, l'animus, c'est-à-dire la part féminine chez l'homme et la part masculine chez la femme. Ces deux arcanes m'invitent à découvrir ces deux parts en moi, de les reconnaître, de les identifier, de les accepter et de les soigner. Un exemple, si je suis hypersensible et que je m'identifie HPE ou autre, comme c'est la mode, le formatage du moment, il est évident que ces deux parts que je porte ne sont pas du tout équilibrées. Pire même, que je nie, que je me détourne de mon animus, de ma capacité de décision. Je me coupe d'une partie de moi-même que je chercherai à l'extérieur de moi. Ainsi, j'attirerai des personnages qui décideront pour moi et qui réduiront de plus en plus mon territoire. Donc les unir, c'est important. Le fait que notre aigle soit sur un blason n'est pas anodin. En langage héraldique, l'on dit une aigle. Lorsqu'il se libérera de son cadre, le blason, d'une aigle héraldique, il se transformera en un aigle auréolé, symbolisant ici l'élévation, l'envol, l'allègement. Alors je t'appelle à créer ce pont entre conscient et inconscient, me dit le pontife du tarot. Un pont qui permet de les unir et non plus les diviser. Une autre image du pont est celle de la nuque de l'empereur, cachée sous son casque. Pont entre le tronc, la terre, et la tête, le ciel. La nuque correspond à une sorte de passoire des idées qui confère la sûreté du jugement, l'esprit avisé, la justesse des pensées, la sagesse de décision, les choix et actes inspirés. Alors aujourd'hui, mon petit moi, écoute ces quelques mots du pape. Sois honnête avec toi-même et regarde-toi, transi d'immobilité, muré dans ta douleur. Tu cherches tant à devenir, plutôt qu'à revenir et résoudre d'abord ce qui est là, ton état de siège intérieur. Quelle est ton intention dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu choisis? Car aujourd'hui, à ton époque, tu as tout à portée de main, sauf toi-même. Tu ne fais que vivre comme un automate. Tu sais, ton corps n'est pas seulement un lieu clos, un lieu d'enfermement. Il est aussi un extraordinaire indicateur, car lui seul est dans le présent tout le temps. Ouvrir les portes de la prison de tes croyances limitantes et de tes schémas de pensée restrictifs pourrait transformer ton habitat en maison hospitalière et accueillante d'une nouvelle fécondité, c'est-à-dire celle de tes ressources intérieures. Car oui, ces murs présents encore aujourd'hui sont des barrières qui restreignent ta perception, ton potentiel et ta capacité à vivre pleinement et librement.
C'est une invitation à vivre ce qui est là, même si tu le perçois comme une épreuve. C'est une invitation à trouver ta solidité intérieure, ta sécurité intérieure, là, dans ton ventre, dans la force motrice de ton accomplissement, ton centre de gravité, et confiance en ton histoire. Si tu la reconstitues, tu trouveras que dans chaque élément qui la constitue, il y a un petit bout de fil rouge qui te conduira à ta quintessence, l'essence même de la vie. Ne crains pas d'être blessé. Chaque blessure est presque une bénédiction. Elle te mènera plus loin, plus haut que tu ne l'imagines. Car quand nous touchons notre souffrance en pleine conscience, nous commençons à la transformer. C'est ainsi que tu réalises ton alchimie. Tu sais, il faut un certain inconfort du moi pour aller au-delà du moi. Lorsque l'on tombe de haut, on a bien le temps d'apprendre à voler. C'est ce que te propose cette année 7 avec le chariot. Depuis ce repère, je comprends à quel point je suis essentiellement mue par des affects inconscients. Ce sont mes affects qui me guident dans la plupart de mes décisions. Donc avoir conscience aujourd'hui de mes affects. Et une fois que je suis consciente de ces affects, je deviens libre. Avant, la liberté n'existe pas. Je vais agir de manière archaïque, pulsionnelle, en fonction de mes émotions et de mes croyances. Il est aujourd'hui essentiel de se connaître, car le destin de l'humanité se joue dans la conscience individuelle. C'est parce que chaque individu va progresser en conscience, arrivera à être plus lucide sur lui-même, plus conscient que ses choix sont souvent orientés par ses affects et qu'il arrivera à dépasser ça et à faire des choix plus justes, que le monde changera. Sois l'exemple. Les enfants n'apprennent-ils pas par mimétisme ? Ainsi, je comprends que mon comportement est la façon la plus efficace de communiquer avec les autres, de communiquer avec vous. Gratitude au pape du tarot pour cet extraordinaire enseignement. Il m'apprend ici que mon comportement peut influencer positivement les autres, les inspirer. Mon pouvoir est celui de me remettre en question, grandir, partager, avouer mes failles et mes faiblesses et aider les autres à trouver leur propre pouvoir. C'est être la plus authentique possible, comme si j'allais mourir demain finalement. Il suffit souvent d'un changement d'attitude pour éprouver de la joie. L'outil mental fonctionne avec la mémoire. Au moment où je perçois une chose, un événement, il est déjà passé. En fait, il y a quelque chose en amont de ma perception dont je ne suis pas consciente et qui est pour beaucoup dans mon expérience. Mes mots résultent d'une pensée en amont. Lorsque je les prononce, ils sont déjà passés. Je m'explique. Je suis actuellement devant mon ordinateur. Je le regarde. Pour le considérer, je fais appel à ma connaissance, à ce que j'ai appris d'elle. Sans cela, je ne pourrais pas reconnaître cet ordinateur. C'est comme si je le mettais devant un homme du Moyen-Âge. Le temps que je mets à interpréter et percevoir me sépare de la réalité qui est maintenant passée. Ma compréhension vient après la situation réelle. C'est pourquoi ce que je perçois, je dois d'abord y croire. Il y a quelque chose avant, quelque chose en amont de ce que je vois. Ce que je vois sont des conséquences de mes croyances, de mes sentiments, de mes émotions. Et en amont de tout cela, il y a des décisions, mes propres décisions. C'est le point névralgique. Je suis la cause de la façon dont je regarde le monde, et donc, en me racontant ma propre histoire, je crée mon personnage de victime. En changeant ma perception, je pourrais vivre la réalité. Lorsque j'affirme « j'ai un problème avec mon voisin », la réalité est que j'ai un problème avec la perception que j'ai de lui. C'est très différent. La manière dont je me comporte avec mon voisin repose sur la perception que j'ai de lui.
Dès lors, je comprends qu'il est en moi puisque toute perception émane de moi. Cette pure conscience me ramène dans la réalité. Lorsque je comprends que toute perception est en moi, je ne suis plus leurré par toute idée de séparation. Je reviens à ma colère de tout à l'heure, à l'étape de l'impératrice. Lorsque je me lève de mauvaise humeur, toutes les personnes que je croiserai dans la journée me paraîtront moins sympathiques, voire désagréables. Dans le cas inverse, je ne peux plus me sentir blessée, puisque ma perception des autres ne serait pas une menace. Je serai focalisée sur la joie qui me remplit entièrement. Je ne réagis jamais aux événements tels qu'ils sont, mais en fonction de mes croyances, qui dessinent l'univers que je vois. C'est le pied blanc de l'empereur qui s'appuie sur l'aile de l'aigle. Maintenant, je m'entraîne tout le temps. Ce n'est pas naturel puisque je ne l'ai jamais appris. Lorsque j'expérimente mon état de base, la non-séparation, l'entière responsabilité, alors tout change. À ce moment-là, je fais l'expérience de mes décisions en amont de mes croyances. Cette expérience prend sa source dans cet espace d'unité où l'amour est infini. Lorsque je considère que mon voisin ou mon ordinateur sont séparés de moi, c'est moi qui l'ai décidé ainsi. Or, si je regardais à l'échelle atomique, je ne verrais que de l'énergie pure. La distance entre l'espace et les corps ne répond finalement qu'à ce que je veux, ou à mes croyances si vous préférez. Je suis en fait l'agent qui solidifie. Je rends la perception solide ou pas, je rends la perception réelle ou fausse. J'ai le choix d'accéder à l'énergie pure ou de voir la forme. Toute mon expérience mentale est basée sur ce que je perçois, parce que je ne peux pas faire l'expérience de ce que je ne connais pas. Si je fais le choix de voir l'unité, tout mon monde change et ma petite personne n'est plus touchée. J'ai le choix de voir les autres ou l'amour. N'est-ce pas le sens même de l'amour ? Le sens même de l'amour est de me considérer en autre double. Lorsque l'autre est mon miroir, la magie opère, le temps n'existe plus. Je ne suis plus séparée, au contraire, je me sens reliée. Mais c'est vrai avec tout ce qui me touche, un paysage féerique, un coucher de soleil, une discussion avec toi. Dans ces moments-là, je vis un instant d'unité. Alors une fois encore, gratitude au pape qui me fait comprendre avec mon cœur, avec mon corps, que j'ai été jusque maintenant l'artisan de ma souffrance. Je visualise ce que j'ai décidé de voir, j'expérimente ce que j'ai choisi de percevoir. Alors quand je dis comprendre, l'on ne peut pas se servir du mental pour l'assimiler. Il nous faut l'expérience. L'expérience pour atteindre mon entièreté, mon authenticité et l'offrir aux autres. Ainsi, ma joie la plus profonde sera de sentir le cœur des autres s'allumer à mon contact et de faire la différence dans la vie de ceux qui croisent mon chemin.